Voilà, donc merci aux organisateurs, en particulier à Claude Lebris pour l'invitation. Donc je vais vous parler aujourd'hui de travaux en collaboration avec Armstrong, Cousy et Moura, qui s'intéressent au problème de l'homogénéisation d'un système elliptique sous forme de divergence à coefficient oscillant et à données sur rebord oscillantes. Donc, je vais mettre un BL pour Boundary Layer au début. Peut-être que je le laisserai tomber plus tard, mais pour bien clarifier les choses, je vais le garder au moins au début. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce système? On a des oscillations dans les coefficients et dans la donnée sur le bord. Donc, qu'est-ce qu'on suppose? On suppose que les coefficients sont périodiques, ainsi que la donnée sur le bord, donc en la variable rapide. Donc, à quoi est-ce qu'on s'intéresse? Bien sûr, on s'intéresse à la limite quand epsilon tend vers 0. Donc, le but de ce que je vais raconter aujourd'hui, c'est limite quand epsilon tend vers 0. Donc, d'une part, identifier la limite, montrer qu'il y a convergence, et le deuxième aspect, c'est des estimations d'erreur. Voilà. Donc, je vais commencer par rappeler un peu quelle est la motivation pour l'étude de ce problème. Alors, le point de départ, c'est quand même le point de départ de l'homogénéisation, donc l'équation moins div de A gradu égale 0, loin des bords. Donc là, je laisse tomber l'indice BL. Donc je regarde cette équation. Et donc dans les années 70, Bensoussan, Lyons et Papanicolaou, notamment, sont intéressés aux solutions de cette équation et à obtenir des développements asymptotiques de la solution. Donc ce qui semble naturel, comme les coefficients sont périodiques, c'est de chercher un développement de la solution sous forme d'un développement double échelle, donc du type upsilon de x est égal à un u bar de x. Donc ça, c'est la solution, la limite en fait, donc la solution d'un système homogénéisé, je vais y revenir, plus des termes d'ordre supérieur. Donc les termes d'ordre supérieur sont de la forme un terme oscillant, scalaire gradient de u bar dx, plus d'autres termes aussi, si c'est nécessaire. Donc, alors u bar, c'est la solution d'un système, enfin, ou d'une équation à coefficient homogénéisé. Donc A bar est constant. Et en particulier, on pourrait penser que c'est juste la moyenne de A, mais c'est la moyenne de A en fait qui est perturbée par un autre terme. Donc c'est la moyenne de A plus quelque chose. Donc je vais peut-être, pour uniformiser mes notations sur la moyenne sur une période, je vais essayer de noter ça à entrecrocher. Donc c'est la moyenne de A plus quelque chose. Et ce quelque chose en général n'est pas nul. Bon, je n'ai pas envie de l'écrire là maintenant, mais il faut savoir que ce n'est pas juste la moyenne de A. Et le qui, en fait, c'est ce qu'on appelle un correcteur de cellules. Donc le qui est périodique. Donc c'est un correcteur de cellules. Et c'est une solution de l'équation moins div de A de Y, grade qui, est égal à div de A. Donc ici, on est sur une équation qui est posée sur une cellule élémentaire, la cellule de périodicité. Et cette équation, enfin ce correcteur qui, en quelque sorte, vous dit à quoi ressemble la microstructure. Donc il tient compte des oscillations à l'échelle microscopique. Donc comment est-ce que je relie ces histoires de développement de double échelle à ce problème-là? Alors quand on regarde, donc là je vous ai dit je ne parle pas des bords en fait, je suis loin des bords. Et quand on regarde les estimations d'erreur,
Donc si on regarde la différence entre U epsilon et son développement en norme H1, donc je me place dans un ouvert oméga, mais j'ai envie de regarder la norme H1 dans un ouvert plus petit que oméga, dans un compact contenu dans oméga. Et donc j'ai que la norme H1 de U epsilon de x moins U bar de x moins epsilon qui de x epsilon grade U bar. Cette norme se comporte comme un grand taux d'epsilon. Donc ça, c'est à peu près ce à quoi on peut s'attendre, puisque là, on corrige jusqu'à l'ordre 1. Donc on s'attend effectivement à ce qu'on ait un reste en faisant des estimations d'énergie qui soient de l'ordre epsilon. Maintenant, si on regarde dans tout l'ouvert oméga, au lieu de regarder dans ce compact contenu dans oméga, l'estimation est moins bonne. Donc si je regarde la même chose dans H1 de oméga, j'ai une estimation en epsilon 1,5. Alors d'où vient la différence entre ce epsilon et ce epsilon 1,5? La différence vient de ce terme-ci. D'accord? Ça, c'est fortement oscillant au voisinage du bord. Et ça introduit des oscillations sur le bord qui, quand je les estime en norme du bord, en norme H1,5, me font perdre epsilon 1,5 entre cette estimation-là et cette estimation-là. D'accord? Donc, en fait, en quelque sorte, donc le développement double échelle est incompatible avec le bord, le développement double échelle est juste basé sur le fait que la microstructure est périodique. On n'a pas parlé de bord, mais quand on regarde ça dans le domaine oméga, on se rend compte que les oscillations de ce truc-là ne sont pas du tout compatibles avec la présence d'un bord. Et donc ça nous dit que ce développement-là n'est pas bon au voisinage du bord, donc il faut rajouter un terme, et ce terme, c'est le terme de Cauchy-Schmidt. Donc, ajouter un terme. De Cauchy-Schmidt. Donc, U epsilon BL. Donc, ce terme, il s'insère ici, dans le développement. Et ce terme, en fait, il va corriger les oscillations introduites par le terme d'ordre 1 sur le bord. Donc ce terme, il va exactement résoudre le système qui est à gauche, avec une condition sur le bord qui est g de x sur epsilon, qui est moins ces oscillations-là sur le bord. Donc moins epsilon, moins qui de x sur epsilon, scalaire gradient U bar. Voilà, donc si on fait ça, on se rend compte qu'effectivement, on a corrigé les oscillations sur le bord et on va récupérer des normes H1 dans tout oméga qui se comportent comme epsilon et puis comme epsilon 1,5. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, le but de l'homogénéisation, c'est d'avoir des modèles macroscopiques, enfin de comprendre ce qui se passe dans la limite. Ici, on a quelque chose qui est fortement oscillant, la solution de ce problème-là. Donc la question naturelle, c'est d'essayer de comprendre quelle est la limite de ce epsilon BL et d'avoir des estimations d'erreur. Voilà, donc ceci étant dit, je vais un peu parler du système de Cauchy-Schmidt. Donc je vais peut-être le noter CL pour Cauchy-Schmidt. Donc vous allez comprendre pourquoi c'est une Cauchy-Schmidt, mais typiquement, ce à quoi on s'attend, c'est que ce terme-là soit fortement oscillant près du bord, et loin du bord,
voit quasiment pas en quelque sorte. Donc il y a une décroissance de ce terme-là en quelque sorte vers quelque chose qui est homogène loin du bord. C'est pour ça qu'on parle de couche limite, parce qu'il va être concentré en quelque sorte près du bord, en tout cas le gradient. Donc sur le système de couche limite, la première chose que j'ai envie de dire, c'est les estimations a priori qu'on a sur la solution. Donc, on a deux types d'estimations. Donc, dans LP d'oméga, avec P compris entre 1 et plus infini. Donc, par les résultats de Avelade et Dailin. Donc, je parlais plusieurs fois des résultats d'Avelade et Dailin au cours de l'exposé parce que c'est vraiment un outil important. Donc, Avelade et Dailin, ce qu'ils ont fait, c'est de la régularité pour le système à coefficient oscillant uniformément en epsilon. Donc c'est de la régularité elliptique uniforme en epsilon. Et en particulier, avec cette régularité, on peut obtenir des estimations, par exemple sur le noyau de Poisson, qui donnent des estimations en norme LP. Donc on sait que la solution en norme LP, donc à condition que le domaine soit suffisamment régulier, par exemple C1 mu, U epsilon BL en norme LP d'oméga, eh bien, ça va être borné uniformément. Voilà. En revanche, dès qu'on regarde le gradient de U epsilon BL, on en a déjà parlé un peu dans cette estimation, puisque cette estimation est une estimation sur le gradient. En revanche, dès qu'on regarde le gradient de U epsilon BL, par exemple dans L2 de oméga, on n'est plus du tout uniforme et on est en 1 sur epsilon 1,5. Donc ce 1 sur epsilon 1,5 vient du fait que on a de fortes oscillations sur le bord, donc la norme H1,5 est comme 1 sur epsilon 1,5. Et donc, en particulier, cette estimation-là traduit le fait qu'il y a de forts gradients dans U epsilon BL. Donc, fort gradient près du bord. Donc, ce qui nous dit en quelque sorte que, enfin, ce qui confirme l'idée que U epsilon BL est quelque chose qui varie fortement près du bord et après, vers l'intérieur du bord, ça va s'homogénéiser en quelque sorte. Voilà, donc ça, c'est la première chose que je voulais dire sur le système. La deuxième chose, c'est plus fondamental. Donc la deuxième chose, c'est sur l'analyse de ce système-là, en fait. Donc si je dessine un ouvert oméga et que je dessine en quelque sorte la microstructure, donc la microstructure de taille caractéristique epsilon, et que je regarde par exemple ce qui va se passer, donc c'est en termes de couche limite, j'ai envie de comprendre ce qui se passe près du bord. Donc je regarde par exemple ce qui se passe au voisinage de ce point-là. Donc si je zoome au voisinage de ce point-là à une échelle mésoscopique qui soit plus grande que epsilon, ce que je vais voir, c'est un problème dans un demi-espace. Et là, mon problème d'asymptotique, le problème d'homogénéisation, même si je pars d'une structure qui est périodique, mon problème dans ce demi-espace-là est du tout avec une structure périodique, puisque je suis en train de... en fait, c'est quasi-périodique, parce que je coupe une structure périodique par un hyperplan. Donc c'est exactement la définition de ce que c'est être quasi-périodique. Donc on a un problème d'homogénéisation qui est quasi-périodique.
Donc même si on est parti d'une structure de départ qui est périodique. Le deuxième point que j'ai envie de souligner, c'est que si on regarde au voisinage de ce point-là, par exemple, au voisinage d'un autre point, à chaque fois, le problème qui est important, c'est le problème dans le demi-espace. Donc le problème ici n'est pas du tout le même problème que le problème là. Donc on a en quelque sorte une infinité de problèmes d'homogénéisation à regarder. Donc typiquement un pour chaque point du bord. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut recoller ce qui se passe dans ce demi-espace-là et ce qui se passe dans ce demi-espace-là, enfin ce qui se passe dans tous les demi-espaces. Et pour ça, il faut une approche, enfin nous, on a utilisé une approche quantitative. Donc approche quantitative. Pour recoller les différents problèmes. Voilà. Donc ce que je vais détailler dans les prochaines, dans les, mettons 15 prochaines minutes, c'est un peu un cas particulier pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Donc, ce que je voulais signaler sur cette approche quantitative, c'est que ça va en quelque sorte imposer des conditions sur la géométrie de l'ouvert pour qu'on puisse quantifier les choses. Donc, la première chose dont je vais parler dans les prochaines minutes, c'est du problème à coefficient constant. Voilà, où c'est un peu plus facile de dire des choses. La deuxième chose dont j'ai envie de parler, c'est du problème à coefficient non constant. Donc oscillant. Donc le problème que j'avais écrit au départ. Et le troisième point, c'est de parler de la géométrie du bord. Et du théorème ergodique. Voilà, parce qu'on a envie, on va le voir, qu'il y a un phénomène de moyennisation qui se passe quand on s'éloigne du bord, ce qui est relativement raisonnable. Et cette moyennisation, elle se voit au travers d'un théorème ergodique. Et donc, pour voir la vitesse de convergence qu'on va avoir dans ce théorème ergodique, et pour quantifier ça, on va avoir besoin de supposer quelque chose sur la géométrie du bord. Donc ça, je vais y venir. Et tout ça, ça va me conduire à parler du théorème en lui-même. Voilà, donc voilà le programme. Donc pour le premier point, donc un peu la base de notre approche, c'est de dire on va représenter la solution par une formule intégrale. Et donc on va la représenter en l'occurrence par le noyau de Poisson. Donc on va dire donc je regarde la solution du problème moins div de, mettons, A bar. Donc A bar, on sait que c'est un coefficient constant. Gradient U epsilon BL est égal à 0. Et U epsilon BL est égal à G de X sur epsilon. Donc je n'ai plus des oscillations que dans la donnée sur le bord. Donc j'ai représenté la solution par un noyau de Poisson. Donc je prends un point à l'intérieur et donc j'écris que ma solution c'est l'intégrale sur le bord de oméga de P bar, donc P bar c'est le noyau de Poisson associé à cet opérateur, de x0 x, g de x sur epsilon. X.
Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit que les problèmes qui étaient importants, c'était les problèmes dans les demi-espaces. Donc une idée naturelle, c'est de vouloir découper le bord et de l'approcher par des demi-espaces. Donc ce qu'on va faire, et ce que je vais expliquer plus en détail un peu plus tard, c'est découper le bord en cubes, en quelque sorte. Donc je découpe cette intégrale en intégrale sur le bord intersecté avec les cubes, avec un cutoff. Voilà. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas d'approximation. Maintenant, ce que je vais faire, c'est sur chacun de ces cubes, je vais approcher le bord. Donc ici, j'ai un cube, mon bord. Et je vais choisir un point. Donc je vais expliquer comment on choisit ce point. Un point dans mon cube auquel je vais faire passer, par lequel je vais faire passer un hyperplan. Et c'est cet hyperplan-là que je vais appeler comme ça. C'est cet hyperplan-là qui va approcher le bord à l'intérieur de ce cube. Donc bien sûr, je commets une erreur en faisant ça, mais il faut voir que l'erreur est plus petite finalement que l'erreur à la fin que j'ai envie d'obtenir. Donc pour chaque cube, je vais approcher ceci par l'intégrale sur l'hyperplan. Donc là, il y a un léger abus de notation, puisque je devrais projeter le x sur l'hyperplan, mais bon, je vais le laisser comme ça. Donc plus une erreur qui provient de l'erreur locale, donc de cette approximation. Et à l'intérieur de chaque cube, je vais aussi fixer ce x-là. Donc ce x-là, je vais le fixer à x bar de cube. Donc bien sûr, en faisant ça, je commets à nouveau une erreur, mais cette erreur, on peut la calculer en utilisant la continuité du G. Donc pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je mets sur un hyperplan? Parce que j'ai envie d'utiliser le fait que le long de cet hyperplan, j'ai une structure qui est quasi périodique. Et donc en regardant cette intégrale, je peux utiliser un théorème ergodique. Donc cette intégrale est une intégrale d'une fonction contre une fonction oscillante mais qui est quasi périodique. Donc ce truc-là, je sais que ça converge. Et ça converge vers... donc j'ai pu l'appeler, c'est pas écrire ici. Je vais l'écrire ici. Donc cette intégrale-là, elle converge vers l'intégrale sur le bord, psi du cube, p bar de x0, x, dx, et la moyenne de g. Donc dans ce cas-là, je converge vers la moyenne de g, dans le cas à coefficient constant. Et donc j'ai rien dit de la vitesse à laquelle je converge, mais la vitesse à laquelle je converge joue un rôle important dans ce que je vais raconter dans la suite. Donc je vais plutôt y venir dans le point 3. Mais en tout cas, voilà en gros l'analyse qu'on a dans le cas des coefficients constants. Et donc là, il y a deux idées en gros qui reviennent aussi dans les cas, par exemple, à coefficient non constant, c'est de découper le bord en cubes. Alors, je n'ai pas dit ce qu'étaient ces cubes, mais ces cubes, en fait, ils vont avoir des tailles différentes qui vont être plus ou moins adaptées à la vitesse de convergence dans le théorème ergodique. Et la deuxième idée, c'est de se ramener à un hyperplan et d'appliquer un théorème ergodique. Donc, on choisit un hyperplan à l'intérieur de chaque cube. Voilà. Donc maintenant, je vais un peu parler du cas à coefficient oscillant, en soulignant un peu les différences.
je peux peut-être enlever le système maintenant. Je pense que... Voilà. Alors, dans le cas des coefficients non constants, donc à nouveau, on va approcher la solution par le noyau de Poisson. Donc P d'epsilon de x 0 G de x, x sur epsilon, dx. Donc maintenant, la nouveauté, c'est qu'on a des oscillations dans le noyau de Poisson. Donc il va falloir avoir un développement du noyau de Poisson. Donc ce qu'on utilise, c'est le fait que le noyau de Poisson s'écrit comme P bar, donc le noyau de Poisson homogénéisé, fois un facteur qui oscille. Et en fait, ce facteur qui oscille, on sait dire des choses dessus. Donc on a une expression explicite. Et on sait que si je regarde dans la variable rapide, en x sur epsilon, il est périodique. Donc le oméga, en tant que fonction de n et de y, donc il est périodique en y. Et en n, on ne sait pas ce genre de propriété. Par contre, on a une espèce de décimation de continuité. Donc, je vais y revenir. Mais il est bien moins régulier en la normale que en la variable rapide. Voilà, donc une fois qu'on a ça, on fait à nouveau la décomposition en cubes et l'application d'un théorème ergodique. Voilà, donc là, je vais peut-être tout de suite dire vers quoi ça converge. Non, je préfère peut-être le dire sur chacune des intégrales parce que le taux de convergence ne sera pas le même. Voilà. Donc ce que j'ai oublié de dire là-dessus, c'est que ça, c'est à nouveau ce développement double échelle du noyau de Poisson. Ça dépend vraiment de la normale, enfin du point sur le bord auquel on est. On n'a pas le même développement puisqu'on a une dépendance en n. Et ça, c'est à nouveau une conséquence des résultats d'Avel-Adelaide. Donc si on applique les résultats d'Avel-Adelaide, on peut obtenir un tel développement du noyau de Poisson. Et donc, maintenant que j'ai découpé mon intégrale, je peux voir que ça converge à nouveau avec les cutoffs vers l'intégrale. Donc, je remplace ça par l'intégrale sur l'hyperplan. Voilà. P bar d'oméga x0 x dx. Et j'ai la moyenne maintenant de oméga de n x bar de cube, si j'ai fixé x bar, point fois g de x bar du cube, point. Donc ce qu'on voit par rapport à la différence du cas périodique, dans le cas périodique, je convergeais toujours vers la moyenne de g. Ici, j'ai une interaction en fait. Donc ce terme-là, il vient des coefficients, du fait que les coefficients sont oscillants. Donc j'ai une interaction en fait entre les coefficients oscillants et la donnée sur le bord. Donc là, la donnée sur le bord est plus du tout constante. Voilà. Donc peut-être juste pour vous donner une idée de vers quoi on va converger. Donc un peu
métathéorème pour le moment, c'est de dire que le U bar, donc on regarde la convergence de U epsilon vers U bar, d'accord? Donc là, on a vu qu'il y avait un phénomène d'homogénéisation qui se passait. Et le U bar, en quelque sorte, il va être solution du système à coefficient homogénéisé avec données sur le bord homogénéisé, G bar. Et le G bar qu'on a identifié par nos calculs, c'est ce oméga de n x point G de x point. D'accord? Donc ça, donc par ces calculs un peu formels quand même, on peut se convaincre que le système limite ressemble à ça. Voilà. Donc le troisième point que je voulais évoquer, c'était sur la géométrie du bord et la condition, l'ergodicité. Donc un point clé de l'approche, c'est de choisir des... Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des bonnes et des mauvaises directions. Il y a des directions dans lesquelles on a convergence rapide et des directions dans lesquelles on a convergence lente. Donc, quelles sont les bonnes directions? Donc, en termes de... donc là, je parle de n, qui est un vecteur de la sphère unité, qui est le vecteur normal à l'hyperplan. Voilà. Et donc, je regarde le problème dans le demi-espace, et je m'intéresse à quelles sont les bonnes et les mauvaises directions. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a la microstructure, qui est là. Donc, je sais que pour tout n, j'ai une structure qui est quasi périodique. Maintenant, il y a des n pour lesquels ça va converger plus ou moins vite, et les bons n, c'est les n qui satisfont une condition diophantienne. Ou on peut dire qu'ils sont non résonants. Donc je vais donner la définition. Donc un bon n, donc un n diophancien, c'est un n. Donc je fixe un kappa. Et donc c'est un n pour lequel il existe un A strictement positif, tel que pour tout point du réseau excepté 0. Donc pour tout xi de zd moins 0, la projection de xi sur l'hyperplan orthogonal à n est minorée par A sur xi à la puissance kappa. Donc cette condition-là, en fait, elle me donne en quelque sorte une vitesse de convergence et une vitesse. Donc si on voit cette droite-là et qu'on la regarde modulo, qu'on la regarde sur le tore, qu'on la replie sur elle-même et qu'on la regarde le long du tore. Donc cette droite-là, elle va remplir le tore. Okay. Etc., etc. Et donc, si ma direction est n n'est pas rationnelle, donc irrationnelle, je sais que je remplis tout le tore. D'accord ? Mais le fait que ce soit irrationnel, ça ne me donne pas une vitesse de convergence. Je peux converger, je peux remplir le tore en quelque sorte infiniment lentement, ce qui me donne une convergence dans le théorème ergodique très très lente. En revanche, pour ces n-là qui sont diophanciens, donc qui sont nécessairement irrationnels, j'ai cette condition
donc qui intervient souvent dans l'étude des systèmes dynamiques, qui me donne une vitesse de convergence dans le théorème ergodique. Voilà, donc l'idée en fait, donc là où notre méthode marche, c'est pour des domaines où je vais avoir beaucoup, où je peux quantifier les n qui sont bons. Ou plutôt, ce qu'on quantifie, c'est le fait de ne pas avoir trop de mauvais n, en quelque sorte. Donc, typiquement, les domaines qu'on traite, c'est la boule unité, ou des domaines qui ressemblent à la boule unité, donc qui sont uniformément convexes et réguliers. Donc, parce que si je regarde la boule unité, donc j'ai donc pour tous les n de SD-1, j'ai une application A de n. Donc le A de n, si je suis diophantien, ça va être l'optimal, donc le A optimal dans cette condition-là, la condition diophantienne. Et si je ne suis pas diophantien, je mets juste A égale 0. Donc ça, c'est une application qui va de SD-1 dans 0, 1. Et ce qu'on peut quantifier, c'est A-1. Donc A petit, c'est comme A-1 grand. Et ça, c'est mauvais. C'est mauvais parce que là, la constante est petite. Donc dans le cas extrême, 0, nul. Et dans ce cas-là, la borne inférieure est détériorée. Donc ce que je veux quantifier, c'est le nombre de mauvais points que j'ai, le nombre de mauvaises normales. Et donc ça, il y a un résultat qui est assez simple à démontrer, qui dit que la mesure de surface donc sur SD-1 des tel que A-1 de n soit supérieur à t, ça c'est plus petit que t à la puissance 1 moins b. Donc a priori la borne est meilleure en grande dimension et ça me permet vraiment de quantifier les mauvais n, donc ceux pour lesquels le A-1 va être plus grand qu'un grand t. Voilà. Donc, et donc ça nous donne typiquement, on sait traiter les domaines dans lesquels ça c'est vrai. Donc les domaines qu'on traite, c'est des domaines oméga qui sont réguliers et uniformément convexes. Donc typiquement la boule unité. Voilà. Donc avant d'en venir au théorème, j'ai envie juste de récapituler un peu en faisant un schéma de qu'est-ce qu'on sait sur la couche Schmitt. Donc qu'est-ce qu'on sait sur la couche Schmitt? On sait que donc on découpe notre bord en cubes, donc de tailles a priori différentes. Et la taille des cubes va être adaptée au A-1. Et sur chacun des cubes, on va approcher le bord par un hyperplan. Un hyperplan qui pointe dans une bonne direction. Tout le reste, on va dire que c'est une erreur locale. En dehors de ce cube, on a la convergence via le théorème ergodique. Donc en dehors de ce cube, on va savoir qu'on est très petit. Et la taille des cubes va en quelque sorte être choisie de manière à ce qu'on soit uniformément petit en dehors des cubes. Et à l'intérieur du cube, finalement, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Donc notre travail ne permet pas de décrire ce qui se passe à l'intérieur du cube. Ce qu'il faut penser comme la couche Schmitt finalement. Donc la réunion de tous les cubes, ça va être la couche Schmitt. À l'intérieur des cubes, on ne sait pas ce qui se passe. Par contre, on sait qu'à l'extérieur des cubes, par le théorème ergodique, on va converger rapidement. Et donc l'erreur locale qu'on commet ici va être d'ordre inférieur ou égal à l'erreur qu'on va obtenir à la fin.
Donc là, maintenant, avec ça, je peux expliquer le théorème. Donc le théorème qui date de l'année dernière. Donc on a deux choses dans le théorème. Donc je vous ai dit, on montre la convergence vers le U-bar. Le U-bar, il satisfait l'équation homogénéisée. Et sur le bord, notre U-bar de X, c'est le G-bar de X qu'on a identifié précédemment. Donc qui est encore au tableau. Donc la première chose qu'on prouve, en fait, c'est des estimations d'erreur. Donc on démontre que le U epsilon BL moins le U bar de X en norme LQ, donc pour tout Q entre 2 et plus infini. Ça se comporte comme epsilon 1 tiers moins, epsilon 2 tiers moins. Donc quand je mets moins, c'est moins delta pour tout delta. Epsilon 1 moins, donc ça c'est en dimension d égale 2, en dimension d égale 3 et en dimension supérieure à 4. Donc en grande dimension supérieure à 4, on a des meilleures estimations que les estimations en basse dimension. Donc je vais expliquer pourquoi. Et donc le deuxième point, c'est une estimation Lipschitz sur G bar. Donc si vous vous souvenez, le G bar, il fait intervenir le oméga de n. Donc il va falloir étudier la régularité en n de oméga, en quelque sorte. Et tout ce qu'on a été capable d'obtenir, et qui nous suffit pour notre travail, et qui est finalement peut-être pas loin d'être optimal, mais ça, c'est toujours pas su. On sait que G bar de x1 moins G bar de x2. Donc pour un x2 tel que A de n x2 soit strictement positif, donc c'est un résultat de continuité au voisinage d'un point qui est diophantien. Donc ça, c'est plus petit que n1 moins n2. Donc n1, c'est n de x1 moins n de x2 sur A3, A3,5 fois 1 plus n de x1 moins n de x2 sur A. Voilà. Et donc cette estimation, elle est un peu clé parce que à chaque fois, dans un cube, on va fixer cette variable-là, dans ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc à chaque fois qu'on fixe cette variable-là, il faut un résultat de continuité pour pouvoir récupérer les bonnes récupérer les bonnes choses. Voilà, donc je vais faire quelques commentaires sur le théorème. Donc remarque. Donc d'une part, on a besoin de A, c'est infini. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de A, c'est infini? Parce que quand on veut prouver un théorème ergodique, ce qu'on fait, c'est on a cette intégrale de quelque chose qui oscille pas contre quelque chose qui oscille, et on va développer en série de Fourier et on va intégrer par partie. Et à chaque fois, on met des dérivés sur
sur la partie qui oscille pas, donc le P bar en fait. Donc on a besoin que le P bar soit régulier, et on a besoin qu'il soit infiniment régulier pour pouvoir faire autant d'intégration par partie qu'on veut. À ce sujet, j'ai oublié de vous dire un truc sur le taux de convergence dans le théorème ergodique. Donc le taux de convergence dans le théorème ergodique après k itération, enfin après k intégration par partie. Il est comme donc 1 moins 1, epsilon sur la taille du cube à la puissance k. Je vais juste vérifier si c'est bien 1 moins 1, un petit doute là. Voilà. Donc c'est exactement ça. Donc effectivement, plus le A est grand, donc plus le A-1 est petit, donc meilleur sera le taux de convergence. Puisque les A grands sont ceux pour lesquels on converge rapidement. Donc voilà. Et on va voir dans quelques minutes que la taille de la couche humide, donc ce size du cube, va être fait en sorte qu'à l'extérieur de la couche humide, ce taux de convergence soit le même pour tous les cubes. Donc ce qui est l'idée que je vous disais qu'en dehors de la couche humide, on va être uniformément petit. Donc c'est pour ça qu'il faut une couche humide dont la taille s'adapte au A-1, à la fonction A-1 sur le bord. Voilà, ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'on a le taux optimal en dimension supérieure à 4. Donc ça a été prouvé dans un papier, pas le nôtre, mais on peut s'en convaincre en raisonnant de la manière suivante, c'est que tant qu'on est à distance epsilon du bord, on voit exactement la microstructure. Donc il n'y a aucun phénomène de moyennisation qui se passe. Donc il faut aller au moins à distance epsilon du bord pour commencer à avoir un phénomène de convergence, enfin de moyennisation, donc à une échelle mésoscopique. Et donc ça veut dire qu'il y a toute une couche au moins de taille epsilon près du bord dans laquelle on ne sait pas ce qui se passe, dans laquelle on n'a pas de description, et dans laquelle il n'y a pas de moyennisation. Donc l'erreur, elle est au moins égale à la norme LQ sur cette couche de taille epsilon près du bord, ce qui est exactement ce taux-là. Donc on est optimal en dimension supérieure à 4. Et les taux en dimension 2 et 3, alors le taux optimal, ça devrait être 1,5 moins et epsilon 1 moins en dimension 3. Donc on n'a pas obtenu ces taux. En revanche, notre travail a été suivi par d'autres qui ont réussi à obtenir les taux optimaux. Donc je vais juste dresser un peu un axe des temps avec quelques travaux précédents aux nôtres. Donc, en gros, l'histoire est assez longue, mais on peut dire de manière honnête qu'avant les travaux de Gérard Varret et Masmoudi en 2012, donc un papier assez remarqué, le problème était largement ouvert. Donc Gérard Varret et Masmoudi en 2011, ils ont regardé, comme nous, la boule, par une méthode différente, pas du tout basée sur le noyau de poisson. Ils ont obtenu un taux de convergence qui est dans L2, epsilon d-1 sur 3d plus 5. Voilà.
Et ce taux de convergence, en fait, n'est pas du tout le taux optimal. Ce truc-là tend vers un tiers quand la dimension devient grande, donc on est loin du epsilon, mais une raison pour laquelle leur taux n'est pas optimal, c'est qu'ils font aussi une approximation par des hyperplans, mais l'approximation est en quelque sorte par des polygones réguliers. Donc il n'y a pas d'adaptation de la taille des polygones aux propriétés de convergence, ce qui est la nouveauté dans notre travail. Donc ensuite, en 2012 aussi, il y a eu des travaux de Alexanian, Chagolian et Follin sur le cas à barre, enfin les coefficients constants, où ils démontrent les taux de convergence optimaux qu'on peut espérer. Et ensuite, en 2016, donc, il y a eu notre contribution, suivie quelques mois plus tard par une contribution de Shen et de Zhuge, donc, qui traite des conditions de Neumann au lieu des conditions de Dirichlet, mais qui aussi, pour les conditions de Dirichlet, arrive à obtenir les taux optimaux en dimension 2 et 3. Et donc en fait, leur preuve suit essentiellement la nôtre, avec cette idée de découper le bord en cubes de taille différente, avec une petite amélioration qui se joue dans la preuve de la continuité. Donc ici, ils arrivent à descendre le 3,5 à 1 plus delta. Et ça leur permet d'avoir le taux optimal. Donc c'est une petite remarque par rapport à notre travail qui leur a permis d'obtenir le taux optimal. Et ensuite, Zhuge, à nouveau en 2016, a été capable de traiter non pas le cas des domaines uniformément convexes, mais le domaine de type fini. Donc, et sur ces taux de convergence, on voit que plus le domaine devient plat, plus le bord devient plat à certains endroits, plus le taux de convergence devient mauvais, ce à quoi on peut s'attendre. Voilà donc un peu la flèche des temps. Alors, donc j'aimerais juste rappeler un peu, donc en quelques minutes, la stratégie de notre preuve, dont j'en ai déjà pas mal parlé, et insister sur un point, comment obtenir cette décomposition en cubes. Donc la stratégie de la preuve. Donc il y a pas mal d'ingrédients, mais essentiellement il y a un ingrédient qui est les développements double échelle. Combiné à la théorie de régularité de Alla-Venäjälä-Levin. Voilà, donc ça j'en ai déjà un peu parlé, je ne vais pas en reparler. Le deuxième ingrédient, c'est le découpage du bord. Qui s'apparente à une décomposition de Calderon-Zygmunt. Voilà, ça, je vais en dire quelques mots dans un instant. Et le troisième ingrédient dont je voulais parler, ah oui, le troisième ingrédient, c'est cette estimation de continuité.
pour G bar. Donc cette estimation de continuité pour G bar, je ne vais pas avoir le temps d'en parler. Je voulais un peu expliquer comment on en venait là, mais essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est que on arrive maintenant avec les résultats de Chen et Jouguet à ce 1 plus delta, et pour l'instant, on ne sait pas faire mieux, et ça nous dit pas, par exemple, que G bar est continu. Donc ça, à ma connaissance, on ne sait pas si G bar est continu, par exemple. Parce que là, c'est un résultat juste uniquement aux directions différéntielles. Voilà, donc j'aurais pas le temps d'en dire plus, mais je voudrais insister sur l'étape 2 en fait, de l'argument, qui est assez intéressante en elle-même, et qui consiste donc à découper le bord en cubes qui soit adapté à cette fonction A-1. Découpage du bord. Alors, donc ce qu'on veut faire, donc je viens d'effacer le dessin, et je vais refaire le même. Ce qu'on veut faire, c'est découper le bord en cubes. Voilà. Qui sont de tailles différentes. Et donc, on prend une décomposition triadique, donc on prend des cubes qui sont de la forme z plus 3 à la puissance n sur 2, 3 à la puissance n sur 2, à la puissance d. Donc pour un z, non 3nzd. Et donc on fait varier la taille des cubes. Donc on commence par un très grand cube. Et au fur et à mesure, on va faire décroître la taille des cubes et on va sélectionner les cubes qu'on veut. Donc, qu'est-ce qu'on veut comme propriété sur la partition des bords en cubes? Qu'est-ce qu'on veut comme propriété? Donc, ce qu'on veut, c'est une partition, enfin un ensemble, une famille de cubes plutôt, qui satisfait certaines propriétés. Donc la première propriété qu'on aimerait, c'est que déjà tous les cubes intersectent le bord. Et donc non seulement ils intersectent le bord, mais ils recouvrent tout le bord aussi. Donc l'union sur tous les cubes dans P contient le bord. Voilà, donc ça c'est assez naturel. La deuxième propriété qu'on veut, c'est que des cubes qui soient proches aient des tailles comparables. Parce qu'après on va construire une partition de l'unité. Et on a besoin que les dérivés des partitions de l'unité, enfin des cut-offs, enfin voilà, qui soient proches et des dérivés qui soient comparables. Donc ce qu'on veut, c'est que, par exemple, si on prend deux cubes, la taille des deux cubes soit comparable. Donc pour deux cubes qui soient voisins l'un de l'autre. Donc ça, c'est la deuxième propriété. La troisième propriété, on a envie qu'à l'intérieur de chaque cube, il y ait des bonnes directions. Donc les bonnes directions, ça se mesure en termes de A-1. Donc l'inf de A-1. Alors, donc en fait, ce que je devrais faire, c'est écrire la décomposition pour une fonction f arbitraire, définie sur le bord.
Et donc cette fonction f, on peut faire la décomposition que je vais expliquer. Et à la fin, on va appliquer la décomposition à f est égal à epsilon 1 moins a moins 1. Donc, c'est-à-dire que pour chaque epsilon, on va décomposer notre bord en cubes. Et ça, c'est la fonction qu'on va utiliser. C'est-à-dire que pour chaque epsilon, on va avoir une taille de couche limite qui forcément dépend d'epsilon. Donc là, ce n'est pas l'inf de A-1 que je regarde, mais c'est l'inf de f sur le cube. Et ça, j'ai envie que ce soit plus petit que la taille du cube. Donc ça me dit, si on pense f comme A-1, ça me dit que il y a des directions pour lesquelles A-1 est petit dans le cube, comparé à la taille du cube. Et la quatrième propriété, me dit que le nombre de mauvais cubes ou le nombre de mauvais cubes, de grands cubes, est sous contrôle. D'accord ? Puisqu'on dit que la taille des cubes dépend de la fonction f, mais on n'a quand même pas envie d'avoir trop de grands cubes. D'accord ? On a envie d'avoir la plupart des cubes de taille en gros comparable à epsilon. Donc le nombre, donc ce contrôle, c'est le nombre de cubes de la partition, tel que la taille du cube soit plus grande que 3n. Ce nombre est plus petit que 3 moins n d moins 1 fois la surface, enfin la mesure de la surface, enfin la mesure de l'ensemble, où f est plus grand que 3n moins 2. Donc si on a un contrôle, si on est capable de dire que ça, c'est pas trop grand, ce qu'on peut, si on applique ça à epsilon a-1, puisque sur epsilon a-1, on a exactement un contrôle de cette quantité-là, si vous vous souvenez, eh bien on pourra contrôler le nombre de cubes qui sont plus grands que 3 à la puissance n. Donc on peut contrôler le nombre de grands cubes. Alors je vais finir en donnant juste un mot, en disant juste un mot de comment est-ce qu'on prouve cette décomposition. Donc c'est comme une décomposition, un découpage de Kaldor-Zygmund classique. Donc on part d'un grand cube et puis après on divise en bons cubes et mauvais cubes. Donc les mauvais cubes vont être les cubes qui sont des éléments de ma partition. Et les bons cubes vont ceux que je pourrais continuer à diviser. Donc en gros, à quelles conditions est-ce que je peux continuer à diviser ? Eh bien, condition que ces deux conditions soient satisfaites. D'accord ? Si pour une raison ou une autre, il y a une des conditions qui est plus satisfaite, je deviens un mauvais cube, et donc... pardon. Non, pardon. Attendez. Je suis un peu confus, mais je vais peut-être terminer là-dessus, et puis on pourra en discuter dans les questions. Voilà. Je vous remercie.